Tu veux dire quelques mots ou est-ce que tu veux que je démarre tout de suite comme tu préfères? Je vais prendre juste quelques minutes juste pour remercier toutes les personnes présentes et puis pour te remercier toi, Julien. C'est notre premier webinaire à l'Annexe Centre. Ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir ce type de format. On est une région très étendue, comme beaucoup de régions de France, dans le découpage de l'Annexe. Et donc avoir des formats un peu plus interactifs, un peu plus numériques comme celui-ci, ça nous tenait vraiment à cœur. Et, euh, et donc on a monté tout un programme sur toute l'année. Donc ça va être super enrichissant, ça va être vraiment sympa. Et j'ai vraiment grand plaisir à commencer avec ce thème parce que c'est un thème qui me touche beaucoup, qui me passionne énormément. Donc, euh, donc un grand merci à tous les participants, un grand merci à toi Julien et je pense que c'est le début d'une grande série de webinaires tout aussi passionnants les uns que les autres. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'organisation. C'est un plaisir d'être là. Sincèrement, ça me fait plaisir. Bon, déjà, je suis dans la région, donc toujours, c'est toujours bien d'intervenir dans la région, même si c'est en webinaire. C'est un plaisir, oui, d'être là, effectivement, pour parler d'IA. C'est un sujet qui est passionnant. Donc là, on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie. Intelligence artificielle et automatisation. Ton nouveau stagiaire préféré, c'est la thématique de la soirée. Quelques slides d'introduction et après, on va vite rentrer dans les cas d'usage. Pour vous être le plus pratique possible ce soir, c'est un peu ça l'objectif. Je m'appelle Julien Catanez, je suis donc diplômé d'expertise comptable. Je me consacre à 100% ou presque à l'accompagnement de cabinets, de cabinets d'expertise comptable sur différents sujets, IA générative, facture électronique, durabilité. Donc voilà, j'ai le deck, mais je me sers du deck d'une autre façon, je vais y revenir. Je suis président de la délégation Centre Val de Loire d'ECE, ECE, qui est donc l'association des diplômés d'expertise comptable en entreprise. Puisque c'est l'objet en fait ce soir de webinaire, c'est l'IA, mais le socle, c'est ce partenariat entre l'annexe et ECE. J'ai eu le plaisir d'échanger avec toi, Benjamin, sur cette base-là. L'idée, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas des approches qui s'opposent, mais au contraire, ce sont des approches hyper complémentaires. On peut faire du deck un super usage en cabinet. J'ai travaillé en cabinet, donc c'est pas de problème. Mais on peut aussi l'utiliser en entreprise d'une multitude de façons. Donc le diplôme que vous êtes en train de préparer, moi c'est peut-être mon message, hein, mais c'est que vous pouvez faire énormément de choses différentes avec, dans beaucoup de domaines. Et donc vous avez bien raison d'être dans cette filière et de vous accrocher, ça vaut franchement le coup. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'utilisation qu'on peut faire de ce diplôme en entreprise, ECE regroupe tous ceux qui ont ce diplôme et qui ont fait le choix de ne pas travailler en cabinet. Donc ça peut être inspirant d'avoir des exemples de carrière, de parcours. Donc n'hésitez pas, je suis à votre dispo aussi pour échanger là-dessus, si vous vous posez des questions sur le post-deck. Voilà en quelques secondes. Je vous propose de démarrer la présentation sur l'IA. Quelques slides d'introduction et avant de passer au cas pratique. Simplement pour mettre un petit peu en perspective le sujet de l'IA générative. Et ça rejoint les commentaires qui évoquaient une bulle de l'IA ou un effet de mode. Vous avez deux unes du magazine Time ici, une une de 1983 et une une de 2003. Donc le même magazine, 40 ans d'écart. Celui de gauche en 2003, 2023, pardon. On s'interroge sur est-ce que l'IA va remplacer l'humanité. Et vous voyez qu'en 83, il y avait un petit peu la même question avec l'arrivée de l'informatique. L'informatisation, est-ce que l'humain a encore sa place? Donc, c'est une façon de prendre un peu de recul et de se dire que les solutions, là, que tout ce qu'on évoque aujourd'hui, cette crainte qu'on peut avoir, ou même cet effet de mode, comme certains peuvent le dire, il faut le relativiser. On a déjà vécu des transformations. L'arrivée de l'informatique est quand même une sacrée transformation. C'est une transformation qui est assez impressionnante, mais on a déjà eu des vagues de transformation. Donc, il faut prendre quand même un peu de recul. L'humanité a déjà vécu ça, et la profession comptable, au sens large, a déjà vécu des transformations très importantes avec la dématérialisation et l'informatisation. En l'espace d'une génération, on a quand même vécu dans cette profession des changements très très importants. Donc il ne faut pas non plus être effrayé par cette nouvelle vague de changements. Avant d'aller plus loin aussi, une précision importante, c'est une citation que j'aime bien évoquer à chaque fois, mais c'est important. Lorsqu'on va faire ces cas d'usage, on va avoir l'impression que l'intelligence artificielle raisonne, réfléchit. Il ne faut pas oublier comment ça fonctionne. Ça reste une machine qui fait des calculs statistiques, des calculs mathématiques, et qui donne une réponse probable. Donc c'est une approche statistique.
c'est une probabilité de réponse. Donc la réponse est plausible. Elle n'est pas forcément juste. Et surtout, ça donne l'impression que ça résonne. Mais il ne faut pas oublier que ça reste une machine et que quelles que soient les apparences, on n'a pas un raisonnement au sens humain du terme. C'est très important de le dire avant d'aller plus loin. Et autre chose, une citation aussi qui est quand même assez parlante en termes d'IA. Lorsque le seul outil dont on dispose est un marteau, il est tentant de considérer tous les problèmes comme des clous. Ça peut être un biais avec l'IA. Vouloir mettre de l'IA partout, en faire avec tout, et remplacer tout ce qu'on fait par de l'IA. Je suis convaincu que l'IA transforme énormément de choses et qu'il faut absolument s'y pencher et se l'approprier, que c'est très très important. Mais je suis convaincu aussi qu'il y a des cas d'usage dans lesquels l'IA n'est simplement pas la meilleure solution. On va en discuter. Donc voilà, je vous rassure, je ne vais pas vous dire que tout est formidable, merveilleux et qu'il faut tout jeter pour faire de l'IA. Il y a des choses pour lesquelles il faut peut-être le faire, mais pas pour tout. Donc c'était une petite mise en perspective avant d'aller plus loin. C'est important de le dire pour prendre un peu de recul. Il y a aussi certains aspects qui sont importants de comprendre avant d'utiliser une solution d'IA. Je vais vous montrer là ce soir quelques cas d'usage très concrets, hein, les faire en direct face à vous. Il faut pas oublier qu'il y a des risques en fait en utilisant l'IA dans un cadre professionnel. Donc pour éviter que suite à ce webinaire, tout le monde se dise bah allez, je l'utilise pour tout, je mets toutes les données qui me tombent sous la main sur une solution d'IA. Il y a quelques rappels quand même qui sont importants à faire. Donc je vous les fais en quelques minutes. Il y a un premier sujet qui est le sujet de la fiabilité de l'information. Vous avez cette illustration bien connue désormais où un cabinet d'avocats américain a été condamné parce qu'ils avaient remis des conclusions dans lesquelles il y avait des jurisprudences qui avaient été inventées, tout simplement. Inventées par qui? Par l'IA. Ils avaient utilisé du ChatGPT pour rédiger des conclusions et l'IA a inventé des conclusions. Parce que l'IA a tendance à vouloir répondre favorablement à ce que vous lui demandez et elle peut, dans certains cas, halluciner, c'est le terme technique, l'hallucination, une réponse à votre question. Lorsqu'on pose une question sur ce qu'on veut manger ce soir ou un week-end de vacances, c'est pas très gênant, encore que. Lorsqu'on pose une question en fiscalité ou en droit social, ça, c'est un vrai souci. C'est lié à l'approche statistique de l'IA, qui vous fait une réponse plausible, avec un fort taux de fiabilité. On est sur parfois du 90-95%, mais il y a un taux d'hallucination. Donc on verra tout à l'heure comment on peut réduire ce taux de façon concrète. Mais ça veut dire qu'il faut superviser le travail d'une IA comme on peut superviser le travail d'un collaborateur. Ça produit des bases qu'on peut exploiter. Ça fait gagner beaucoup de temps. Mais il faut considérer ça comme le travail d'un collaborateur qu'on supervise. Donc on va faire des contrôles de cohérence, on va regarder ce qui se passe avant de le remettre à un client, par exemple. Ça, c'est très important. Il y a aussi deux sujets importants. Un autre sujet important, pardon, la fiabilité, on l'a dit, mais il y a aussi la partie confidentialité. Secret professionnel, forcément, donc il y a un vrai sujet. On ne peut pas tout mettre dans une solution d'IA. Certaines solutions d'IA gardent les données que vous lui fournissez pour leur propre entraînement, pardon. Donc potentiellement, elle pourrait conserver des données confidentielles. Il y a aussi en Europe le sujet du RGPD, qui fait qu'on ne peut pas travailler des données personnelles de n'importe quelle façon. Donc il faut être prudent. Prudent dans le choix de la solution. Et la règle de base, c'est l'anonymisation. Dans la mesure du possible, si vous ne savez pas où vous êtes, si vous n'êtes pas renseigné sur la solution ou que vous n'avez pas mis en place de protection particulière, anonymisez ce que vous fournissez à l'IA. Donc enlevez les noms des clients, enlevez tout ce qui peut permettre de les retrouver et travailler à partir de données anonymisées. Et parfois, il faudra peut-être exclure des cas d'usage dans lesquels il y a trop de données. Exploiter une DSN, par exemple. C'est très intéressant d'un point de vue théorique et ça fonctionnerait très bien d'un point de vue fonctionnel. En termes de RGPD, c'est très très compliqué. On ne se le permet pas avec des solutions classiques. Donc voilà les avertissements avant le démarrage. C'est un petit peu comme dans l'avion. J'ai fait toutes les consignes de sécurité. On va pouvoir démarrer, si vous êtes d'accord, avec des premiers cas d'usage. Ce que j'avais proposé à Benjamin pour ce soir, c'était 4 cas, alors 3 ou 4 en fonction du timing, on verra en fonction de vos questions, mais des cas qui sont liés à votre usage professionnel. Le premier, l'analyse automatisée d'états financiers. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec de l'IA? Est-ce qu'on peut réellement analyser des soldes intermédiaires de gestion ou un bilan ou un compte de résultats pour faire un commentaire?
Le deuxième, parler de data visualisation. Est-ce qu'on peut travailler un fichier des écritures comptables pour en sortir comme de représentation visuelle, par exemple? Alors tout ça paraît hyper contradictoire avec ce que je viens de dire sur l'anonymisation et les données personnelles, mais je vais vous expliquer comment j'arrive à concilier les deux. On parlera de la réalisation d'une étude sectorielle. Comment est-ce que je peux utiliser de l'IA pour me faire une étude approfondie sur un secteur d'activité et utiliser cette étude sectorielle pour travailler sur des prévisionnels. Et ensuite, créer un chatbot qui va répondre à des questions techniques. Alors moi, je vais choisir un sujet, mais sur n'importe quel sujet. Me créer un assistant virtuel capable de répondre à des questions et de me faire gagner du temps ou de faire gagner du temps à mon équipe, hein, si j'ai d'autres personnes avec qui je travaille et qui viennent tout le temps me poser des questions sur les mêmes sujets. Il y a des moyens de gagner du temps là-dessus. Donc 3 ou 4 sujets concrets que je vais vous dérouler ce soir. Alors on va démarrer avec l'analyse d'état financier et on va voir ce qu'on peut faire concrètement là-dessus. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Questions, remarques, ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas. Donc, état financier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher sur Papers les comptes annuels d'une société qui sont disponibles publiquement, qui est évidemment pas un client à moi. Je suis allé récupérer ces comptes-là pour essayer de trouver de la matière financière. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer d'abord ce que j'ai récupéré. Donc, j'ai ici des comptes annuels d'une société disponible sur Papers, qui n'est pas un client à moi. Bon, j'ai pas de problématique de secret professionnel, c'est public. Dans le cadre de ce webinaire, hein, j'entends bien sûr. Pour autant, si c'était un client, que je travaillais en cabinet d'expertise, ou voire même c'est mon entreprise et je souhaitais travailler là-dessus, j'ai un petit problème parce qu'ici j'ai des noms de société, j'ai différentes choses. Donc techniquement, je pourrais le donner à une solution d'IA pour essayer de faire quelque chose, mais je ne serais pas conforme en termes de secret professionnel et de respect de toutes ces règles-là. Donc comment est-ce que je peux travailler concrètement pour travailler avec de l'IA et concilier cette partie secret professionnel? Il y a plusieurs façons, mais anonymiser un PDF, ça peut paraître compliqué, enfin ça peut être compliqué d'anonymiser un PDF. Donc il y a une façon simple qui fonctionne assez bien et qui n'est pas du tout compliqué à mettre en œuvre, c'est d'utiliser la fonction de capture d'écran dont vous disposez tous sur vos ordinateurs respectifs. Que vous soyez sur Mac ou sur un PC, vous avez un bouton capture d'écran, souvent c'est un petit ciseau, l'icône, qui vous permet de sélectionner une zone sur un fichier et d'en générer une image qui va être copiée. Ben ça, vous pouvez tout à fait le faire sur des états financiers. Donc je vous prends un exemple ici. Ce que je vais faire de façon très concrète, c'est que je vais utiliser cet outil. Alors, on va le faire là. Je vais peut-être partager tout mon écran, ça sera plus lisible. Et je vais prendre mon outil capture d'écran et je vais tout simplement prendre là, parce qu'on a dit que l'objectif était d'être pratico-pratique ce soir, donc je vous montre vraiment en mode tuto, étape par étape. Je vais sélectionner cet encart-là de mes états financiers, dans lesquels je n'ai ni nom, ni numéro ciré, ni quoi que ce soit. J'ai uniquement des données financières. Je vais faire une capture, et là, j'ai tout simplement récupéré des données financières que j'ai anonymisées. Je vais ici sur ChatGPT, je pense que vous voyez toujours mon écran, et je vais tout simplement pouvoir coller le fichier. Vous voyez ici que l'image se colle là. Je peux faire ce travail-là avec la suite du compte de résultats, par exemple, et je vais pouvoir récupérer ces données. Donc ça prend quelques secondes, ça ne nécessite pas un outil très compliqué. Je peux aller plus loin et récupérer le bilan, pourquoi pas, si je veux essayer de faire un commentaire un peu plus complet. On verra après comment on peut gagner du temps sur ces tâches-là, mais on y va progressivement. Et voilà. Donc là, il m'a fallu à peu près 20 secondes. J'ai récupéré un compte de résultats, un bilan actif-passif, de façon anonymisée. J'ai des chiffres, j'ai des dates, mais j'ai aucun élément qui me permet d'identifier le client. Là, à partir de là, j'ai collé ça sur le prompt de l'IA, et je vais pouvoir interroger, pour le coup, ChatGPT, pour lui poser des questions là-dessus. Alors, on va faire le test tout de suite, et on va poser une question pour lui dire, peux-tu me rédiger un commentaire de ces comptes annuels? Alors, je pose volontairement la question de cette façon.
pour voir ce que ça fait. Là, j'ai posé une question qui est extrêmement synthétique. J'ai absolument apporté aucun élément à l'IA pour l'aider à faire quoi que ce soit ou préciser ma demande. Voilà ce que ça fait par défaut. Qu'avec des données chiffrées et un prompt basique, c'est-à-dire aucun élément sur qui je suis, qui est l'entreprise, qu'est-ce que j'attends, etc., l'IA essaie de faire quelque chose. C'est une particularité de l'IA, elle va combler le vide. C'est-à-dire que chaque fois que je ne vais pas donner de précision et que j'ai posé une question assez bateau, bah, elle va essayer de faire quelque chose qui lui semble être la meilleure proposition possible. Donc, je ne lui ai pas précisé ce que j'attendais par analyse, mais bon, elle propose quelque chose. Analyse du compte de résultat, analyse financière, résultat exceptionnel, résultat net, structure de bilan, etc. Elle s'est même permis de faire des petits points de vigilance sur, voilà, par exemple, le fonds commercial représente 76% de l'actif, il y a peut-être une dépendance au fonds commercial, attention à la trésorerie, etc., etc. Pour autant, j'ai quelque chose qui est assez basique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comparé à ce qu'on peut faire lorsqu'on a un cabinet, on a un commentaire ligne à ligne qui nous dit ça fait plus 2, moins 3, etc. J'ai pas énormément de valeur ajoutée. Donc si je présente ça à un client, l'intérêt d'utiliser l'IA pour ça est pas forcément très, très marqué. Donc ici, j'ai quelque chose qui est assez commentaire à plat. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait un prompt, une requête qui n'est pas assez pertinente ici. J'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout assez riche. Parce qu'en fait, l'IA ne peut pas savoir précisément ce que je veux. ChatGPT, on a des centaines de millions de personnes qui l'utilisent tous les jours. C'est pas du tout mon profil. Est-ce que je suis expert comptable stagiaire? Est-ce que je suis comptable d'une TPE? Est-ce que je suis étudiant, professeur, directeur financier, spécialiste international de la comptabilité? Elle n'a aucune idée de tout ça. Donc, très difficile de doser le niveau du commentaire. Elle n'a pas du tout d'éléments sur l'entreprise que je vise. Je n'ai pas précisé quel type d'entreprise, de quel type d'entreprise j'ai fourni les états financiers. Donc, très peu d'infos pour faire quelque chose de qualité. J'ai pas non plus précisé ce que j'attendais. J'ai juste dit rédiger un commentaire. C'est quoi pour moi un commentaire? Est-ce que c'est des listes à tirer, un tableau? Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est une analyse de la trésorerie ou de la rentabilité? Les deux? J'ai rien fourni. Donc elle a essayé de faire quelque chose, et elle a fait du mieux qu'elle a pu. Donc bien souvent, si en lisant la réponse de ChatGPT ou de n'importe quelle IA, vous trouvez que c'est un peu plat et que ça manque un peu de relief et de saveur, bien souvent c'est parce que la requête de départ n'est pas assez riche. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire la même requête, mais en disant, par exemple, je suis expert comptable, je dois analyser les comptes de cette pharmacie. Peux-tu me faire une analyse détaillée de ces comptes annuels avec un focus particulier sur sa rentabilité? Présente-le sous forme de mail aux dirigeants de la pharmacie avec une analyse de ses comptes et 3 recommandations pour améliorer encore sa situation. Et je pourrais même lui dire, réponds en tant qu'expert de l'analyse financière. Là, vous voyez la différence entre cette requête-là et celle du dessus. Là, j'ai donné beaucoup d'éléments. Qui est-ce que je suis? Quel est le contexte? J'ai expliqué que c'était un mail pour un dirigeant. Donc, sur la forme, j'ai expliqué ce qui était attendu. J'ai donné des éléments sur le format et j'ai assigné un rôle à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans toute la masse de connaissances dont elle dispose, elle a à la fois des connaissances en comptabilité, mais aussi en géographie, en art, en technique de bricolage ou en cuisine. Je suis allé lui dire quel élément de sa connaissance elle devait solliciter pour me répondre. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus riche. Donc c'est l'étape numéro 2. On va le faire de cette façon et on va essayer de voir la différence. Donc là, vous voyez déjà que sur le format, on a quelque chose qui correspond à ce que je veux. J'ai demandé un mail, donc j'ai bien un mail, avec un objet, avec un ton qui correspond au ton d'un mail, pas trop formel, pas trop informel non plus. Il y a
j'ai demandé un focus particulier sur la rentabilité. Donc, il va assez vite sur la marge, la rentabilité d'exploitation, et il formule 3 recommandations. Donc, il a analysé spécialement les stocks qui ont un impact négatif, une baisse significative des charges sociales. Alors, il soulève des questions. Peut-être que je vais pas vouloir soulever des questions à mon client dans un mail et plutôt apporter des réponses. Il pose tout un tas de questions et il fait des suggestions même, de dire tiens, on pourrait faire un ratio par mètre carré, vérifier les plages horaires, etc., etc. Donc vous voyez qu'à ce stade, j'ai quelque chose qui est de meilleure qualité, plus approfondi, plus qualitatif que ce que j'avais au-dessus, où j'avais vraiment une analyse ligne à ligne, comme on aurait pu le faire au cours des études, mais vraiment à plat. Pourquoi? Parce que j'ai enrichi ma requête. Donc c'est le premier conseil pratique qu'on peut vous donner, c'est lorsque vous tapez une requête à ChatGPT ou à n'importe quel modèle d'IA, posez-vous un minimum de questions ou apportez un minimum d'informations pour mettre l'IA dans un rôle particulier, lui donner des éléments de contexte sur qui vous êtes, ce que vous attendez, pourquoi vous le faites, et ça vous permettra d'avoir une réponse de meilleure qualité. Pour autant, on pourrait se dire c'est pas encore terrible. J'ai des éléments, on voit qu'ici il y a un début d'analyse sectorielle qui me permet d'avoir une sorte de comparatif. On voit que l'IA a sorti ce chiffre-là, 4% de chiffre d'affaires. Donc j'ai déjà des éléments sectoriels, mais c'est pas encore très métier, si on peut dire. Ça témoigne pas d'une connaissance fine du secteur d'activité. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour avoir une connaissance fine d'un secteur d'activité? Donc en fait, d'ailleurs, je vais basculer, si tu me permets, Benjamin, sur le troisième cas. Je vais les réorganiser juste différemment. Merci. Parce que ça va nous servir en fait ici. C'est-à-dire que l'IA nous permet aussi de nous faire une connaissance d'un secteur d'activité grâce à une fonctionnalité qui est assez récente sur ChatGPT et qui s'appelle la recherche approfondie. La recherche approfondie, lorsque vous lancez ChatGPT, elle est disponible en appuyant ici sur ce bouton Outils et ici. La particularité, c'est que ChatGPT va lancer une recherche sur Internet, il va lire des sources, lancer de nouvelles recherches, lire, rechercher pour vous constituer un rapport extrêmement détaillé. Donc pour se faire une connaissance précise d'un secteur d'activité, si vous êtes en cabinet par exemple, c'est précieux. Vous avez un nouveau client qui arrive dans un secteur que vous ne connaissez pas encore, un prospect. Vous avez besoin quand même de savoir de quoi on parle, d'avoir le minimum de vocabulaire spécifique à son métier, de lui poser des questions qui soient pertinentes et qui sentent que vous savez de quoi il parle. S'il n'y a pas d'autres clients de ce secteur d'activité au sein du cabinet, ben c'est compliqué. Et ça va prendre beaucoup de temps d'arriver à avoir ce vernis. De la même façon, si vous devez préparer un rendez-vous bilan et que vous voulez être vraiment impactant pour montrer des marges de progression, de trouver des idées de stratégies à tenter, de points d'amélioration, et pourquoi pas déboucher sur d'autres missions. Si vous avez dans l'idée de développer votre propre cabinet, ben, ça peut être un objectif de développer des missions d'accompagnement. Ben, il faut bien connaître le secteur pour être capable de dire ce qui va bien ou pas. Donc, la fonctionnalité de recherche approfondie qui est ici permet ça. Concrètement, ce que je vais faire, c'est dire, je suis expert comptable, j'ai besoin d'une étude détaillée sur le secteur de la pharmacie en France en 2025. Peux-tu établir cette note à partir de sources vérifiées et fiables en examinant les aspects, par exemple, économiques, sociaux, la conjoncture macro, les indicateurs et ratios d'analyse financière du secteur et les tendances pour les années à venir. Par exemple, là, ce que me permet de faire ChatGPT en utilisant cette fonctionnalité de recherche approfondie, plus ce type de prompt, c'est de faire comme si j'avais tout simplement un assistant de documentaliste, j'allais dire, enfin quelqu'un dédié à la recherche à côté de moi, à qui je confiais cette tâche, et qui allait s'en occuper de façon autonome et me faire une réponse. Donc, dans votre exercice professionnel, que ce soit à l'heure actuelle ou plus tard, une fois que vous serez diplômé, ça peut être extrêmement précieux d'avoir ce type d'assistant recherche qui peut vous faire gagner honnêtement des heures de travail. Là, vous voyez qu'avant de me répondre, il me demande de préciser ma demande. Donc, je vais pouvoir répondre ici, tout simplement en reprenant la numérotation des points.
Est-ce que ça doit porter uniquement sur les pharmacies d'officine ou l'industrie pharmaceutique? Donc je vais dire pharmacie d'officine. Vision nationale plus focus sur la région Centre-Val de Loire. Oui, je voudrais une analyse des données financières type et je vais mettre l'étude est destinée à un usage interne. Donc j'ai répondu à ces questions et là vous allez voir que ce qui va se passer, voilà, donc il me dit oui bien sûr, je vais m'en occuper. L'IA est toujours très poli. Et là vous voyez que ce qui se passe, c'est que contrairement à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur des solutions d'IA générative, j'ai pas une réponse immédiate à ma question. Là je ne sors pas avec 10 ou 15 pages de réponses tout de suite sur voilà ce qu'il faut savoir sur le secteur de la pharmacie. J'ai une petite boîte qui s'ouvre et qui me dit je démarre la recherche. Et on a cette phrase, je vous tiens informé dès que l'étude est prête, qui n'est pas habituelle lorsqu'on utilise de l'IA. On est habitué à de l'instantanéité. Là, on nous dit, va faire autre chose et reviens, je te dirai quand ça sera prêt. Pourquoi? Parce que la recherche est tellement approfondie, tellement poussée, qu'elle demande du temps. Donc ça va prendre une dizaine de minutes environ, parfois un peu plus, parfois un peu moins, pour arriver à trouver des infos qui vont être pertinentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA va examiner 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, parfois 70, 80 sources différentes. Elle va lire des rapports de l'INSEE, elle va aller chercher des choses dans les syndicats professionnels, elle va peut-être aller chercher des infos sur LinkedIn, consulter des blogs, se poser des questions, etc., etc., lancer de nouvelles recherches. Et ça va prendre du temps. À un être humain, ça aurait pris peut-être 4 heures ou 8 heures de travail. À une IA, là, ça va lui prendre 10 ou 15 minutes. Et ce qui est assez fort, c'est que sur le côté, vous pouvez suivre son travail avec une IA qui parle à la première personne. Il y a un petit côté science-fiction auquel je n'arrive pas à m'habituer, mais où l'IA nous dit je suis en train de regarder cette carte qui montre peut-être des données, je suis en train de cliquer sur le lien, alors avec des expressions très étranges parfois, mais je vois que le nombre a diminué, je remarque ce lien, je suis en train de regarder les ajustements législatifs. Donc là, elle s'est posé la question de est-ce qu'il n'y a pas des textes de loi en cours qui peuvent avoir un impact sur le secteur de la pharmacie. Donc elle va peut-être lancer une recherche complémentaire. Et au fur et à mesure, j'ai le panier de sources de l'IA qui se remplit. C'est-à-dire que là, elle est allée sur le site de l'Ordre des pharmaciens, là sur un site d'information pour les mairies, donc il y a sûrement de l'information pour les collectivités qui peut être pertinente. Elle est partie sur l'angle, est-ce qu'il n'y a pas des textes de loi en cours qui peuvent être intéressants? Donc elle est allée sur le site, un site qui propose des projets de loi. Elle est allée sur le site de l'ARS, Centre Val de Loire, sans doute pour trouver des statistiques, elle doit l'expliquer. Voilà. Donc elle est allée sur le site de l'ARS, donc Centre Val de Loire, pour voir des statistiques sur le nombre de pharmacies dans la région, sans que moi je l'ai guidé pas du tout sur où est-ce qu'il fallait trouver l'info. Je lui ai donné juste mon cahier de charge en fait. Et là vous voyez qu'elle est en train de mener cette exploration. Là, le temps que j'ai parlé, elle est allée à la fois sur un site pour consulter les projets de loi et à la fois sur le site de l'ARS pour voir la démographie dans la région. Et elle continue son travail de cette façon-là. Elle en est à 11 sources. Là, elle est allée du côté de chez Xerfi, évidemment, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Et elle va continuer. Et ça va prendre une dizaine de minutes pour arriver à me faire quelque chose. Et je vais sortir avec des rapports qui parfois vont faire 10 pages, 15 pages, 20 pages, parfois plus, suite à ma demande. On va voir ensuite comment je peux utiliser ça. Mais je la lance. Alors, je vais pas, évidemment, je vais pas vous laisser un blanc de 10 minutes. Je rassure Benjamin. Je vais pas laisser 10 minutes de blanc pour laisser travailler l'IA. On va avancer sur autre chose et on y reviendra. Mais vous voyez, j'espère ici la puissance. Là, il est allé chez Interfimo. Donc, Interfimo, forcément, c'est un nom qui nous parle dans la profession. Un spécialiste des financements des professions libérales. Donc, il est allé voir aussi le marché, l'évaluation de la rentabilité, l'évaluation des officines, etc. Donc, il construit tout ça et il va nous faire un rapport. Ce rapport-là, il va pouvoir m'être utile parce que si j'ai un prospect, un beau prospect qui vient et que je ne veux pas laisser passer le dossier, si je lis ce rapport, je peux me faire un sacré vernis. Et quand je dis vernis, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire une connaissance de premier niveau sur ce secteur de qualité en quelques minutes. Mais je vais aussi pouvoir l'utiliser pour raffiner l'analyse financière. C'est pour ça que je suis passé de l'un à l'autre, parce que l'analyse financière qu'on a démarré tout à l'heure avec le ChatGPT, en apportant des éléments financiers,
bah, je vais pouvoir l'enrichir avec ce type de rapport. Parce que là, je vais sortir une matière première extrêmement riche et extrêmement qualitative qui va tout simplement pouvoir me servir bah, pour permettre à l'IA d'aller beaucoup plus loin en termes d'analyse. Voilà, donc là, je la laisse continuer à ce stade-là. On va poursuivre. L'avantage de ça, vous allez le voir, c'est que je peux complètement ouvrir une nouvelle conversation. Je peux continuer à discuter, lancer d'autres recherches et faire absolument ce que je veux. C'est autonome, j'allais dire. Ça continue. Je peux même fermer et éteindre l'ordinateur. La recherche se poursuit et je la retrouve lorsque je continue. Donc, je reviens. Là, c'est ma conversation sur les états financiers. La question pratique qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas partir d'un fichier des écritures comptables que de compte annuel, par exemple? Pourquoi est-ce que je suis parti de l'un et pas de l'autre? En fait, l'IA générative, à chaque fois que vous pouvez lui fournir une matière prédigérée, ça sera toujours mieux que si vous lui fournissez une source brute. L'IA générative, on l'a dit, a une approche statistique et pas déterministe. Ça veut dire qu'elle vous donne une réponse plausible, avec des taux élevés, mais plausibles. Donc, il y a un taux d'erreur. Donc, si je lui fournis une matière brute avec des milliers de lignes, je maximise ce risque d'erreur, qu'elle se perde et qu'elle n'y arrive pas. Première raison. Deuxième raison, les solutions d'IA générative ne sont pas des spécialistes de la comptabilité. Elles sont pensées dans la Silicon Valley pour le monde entier. C'est pas non plus des spécialistes du plan comptable français et de ces problématiques. Donc si je donne un fichier des écritures comptables brutes, et que mon objectif est de passer à des soldes intermédiaires de gestion puis à une analyse, j'ai quand même le risque que l'IA se perde un peu dans tout ça et me fasse quelque chose qui ne soit pas tout à fait ce que j'attends. Donc chaque fois que j'ai la possibilité de partir de sources de données prédigérées, c'est-à-dire directement des SIG plutôt que du fichier des écritures comptables, il faut le faire. Ça marchera toujours bien mieux, risque d'erreur plus faible et meilleure pertinence des résultats. Je poursuis sur cette lancée. J'étais sur le commentaire. Là, je vous ai donné quelques éléments que vous pouvez mettre dans le prompt pour enrichir. Il y a une technique qui fonctionne plutôt pas mal, c'est de dire je dois rédiger un commentaire d'état financier pour un client novice en comptabilité, par exemple. Donc je pose mon problème. Je ne me pose pas la question du prompt, de qu'est-ce que je dois apporter comme info, quel contexte, etc. Ou imaginons que je l'ai oublié. Je pose juste mon problème et je vais simplement dire à l'IA de quoi as-tu besoin pour me faire la meilleure réponse possible. On n'est pas dans une... c'est pas au mot près hein, ce que je tape là, mais c'est cette logique-là, de dire à l'IA, pose-moi des questions. Demande-moi les infos dont tu as besoin. De quelles infos as-tu besoin? Ce que vous voulez, mais quelque chose qui, au lieu de lui donner une consigne, l'amène à vous poser des questions. Et le fait de le taper de cette façon-là, l'IA ne va plus se positionner en termes de réponse à vos questions, mais plutôt, elle va se mettre dans une posture de coaching, de consultant presque, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous poser des questions, et pour vous dire, bah, vu ton problème, moi ce que j'ai besoin de savoir, c'est ça. Et si tu me donnes ces éléments, je pourrais te faire une réponse de qualité. Donc cette petite phrase, c'est une sorte d'astuce qui honnêtement peut changer beaucoup de choses. Si à un moment, vous savez pas comment taper la question à l'IA, ou vous trouvez que le résultat est pas terrible. Demandez à l'IA de vous aider à lui poser des questions. Ça marche toujours très bien. Donc là, elle va me dire, bah, j'ai besoin du type d'activité, la taille d'entreprise, la forme juridique. C'est quoi l'objectif? Par exemple, j'ai pas du tout défini d'objectif dans ce que j'ai dit au-dessus. Et effectivement, c'est complètement différent selon si c'est dans le cadre d'un projet d'investissement, ou si c'est pour présenter à un banquier, ou si c'est juste pour faire un commentaire au moment de la remise du bilan. Le commentaire va pas être le même. Ça me dit, bah, ça serait peut-être pas mal si tu me fournissais aussi les autres éléments. Ça se comprend complètement. Est-ce que je dois comparer les 2 années? Est-ce qu'il y a d'autres années à avoir? Quel est le ton? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des recommandations, etc. Et elle me dit, ben voilà, un exemple. Là, elle est même allée jusqu'à me fournir un exemple, en me disant, ben, tu pourrais peut-être me poser la question de cette façon-là. Donc, je peux répondre directement à ces questions. Je peux repartir de ça. Mais utiliser l'IA en lui demandant de vous poser des questions, c'est une très très bonne pratique.
Et ça vous permet, si vous débutez ou que vous ne savez pas toujours comment poser ces questions, assez vite d'avoir des prompts d'excellente qualité. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser cette fonctionnalité. Je poursuis, alors je vais jeter un coup d'œil à notre IA qui est toujours en train de continuer sa recherche sur les pharmacies. Vous voyez qu'elle est en train de, là, l'année, à travailler sur les marges, voir l'impact du Covid, voir l'impact des derniers textes de loi sur les prescriptions, ce qui est possible, etc., etc. Elle regarde le BE moyen, elle est en train d'examiner même des sites de la profession, enfin de cabinet en tout cas, et elle continue à enrichir son panier de sources. Vous voyez que c'est très varié et avancé. Donc on la laisse et on va continuer. Le point d'après, c'est, on avait parlé d'analyse de fake. Est-ce que je peux pas convertir un fake dans un autre format pour faire de la visualisation de données? Alors techniquement, ça peut marcher. On va faire un exemple. Mais avant ça, je vais vous montrer un outil que vous pouvez utiliser. Je suis sur un site qui s'appelle anonymiser et non pas analyser-fake.com. C'est un outil que je vous propose, qui est pas à moi, qui est pas payant, j'ai pas d'intérêt particulier à vous le proposer, mais on est dans du pratico-pratique. Donc l'idée, c'est de vous montrer des choses qui fonctionnent. C'est un outil que Fabrice Evrard, expert comptable, a mis à disposition gratuitement de la profession. Donc comme vous voyez, il a mis quand même tous les warnings qui vont bien. C'est un fichier qui permet d'anonymiser un fichier des écritures comptables. Comment ça fonctionne? En fait, le problème du fichier des écritures comptables, c'est que je vais avoir des libellés d'écriture qui peuvent contenir des choses sensibles, des noms de salariés par exemple, mais je peux aussi avoir des numéros de compte, fournisseurs, salariés, clients ou comptes associés, qui dans le nom du compte peuvent avoir aussi des noms de personnes. Donc ce que fait ce petit script, c'est remplacer tout ça par des étoiles pour avoir un fichier des écritures comptables qui soit propre et exploitable par de l'IA. Donc concrètement, le traitement se fait sur votre ordinateur, pas sur le serveur en question. Donc les données ne quittent pas votre ordinateur. Donc ce qui vous permet de travailler avec un fichier des écritures comptables si vous le souhaitez. Donc vous cliquez ici pour dire que vous êtes conscient de tout ce que vous explique Fabrice. Et vous allez après ici tout simplement chercher un fichier des écritures comptables et l'insérer là. Ça prend 20 secondes et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est exploitable. Donc c'est une petite astuce, c'est un petit site. Je vous remets l'adresse quand même pour si vous l'avez en haut, anonymiser-fake.com. C'est gratuit. Et si vous voulez vous amuser avec un fake, voir ce que ça peut donner en termes d'IA, je vous encourage à le passer avant cette moulinette. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis en pièce jointe un fichier des écritures comptables. Je fais un prompt et je lui dis voilà un fichier des écritures comptables. J'ai besoin d'avoir une représentation visuelle des mouvements, par exemple, de trésorerie sur l'année. Sur l'année. Et on va lui demander de faire une exploitation. Au passage, vous voyez que ChatGPT est capable de gérer à la fois cette requête d'analyse de données et l'étude sur le secteur de la pharmacie qui est toujours en cours sur le côté. Donc il est capable de faire les deux à la fois. Lorsque j'interroge ChatGPT en mode analyse de données, ce qu'il se passe, c'est qu'il se met à travailler de la donnée et donc à travailler avec des scripts. Ce que vous avez ici, c'est un bouton qui vous permet de voir un peu sous le capot. Donc selon vos connaissances en termes d'analyse, de développement informatique, de code Python, etc., vous pouvez aller voir le détail de ce qui a été fait pour pouvoir arriver au résultat, ou si vous n'êtes pas du tout familier à ça, le fermer et vous contenter de regarder le résultat. Donc là, vous voyez qu'en termes de visualisation de données, il est capable de faire quelque chose et je peux après le travailler de cette façon, le regarder, demander des modifications sans aucun problème. Le fait d'avoir cliqué ici sur ce bouton-là, vous voyez que le mode a changé, que la discussion se met sur le côté et que la fenêtre d'analyse de données se passe sur la gauche. Donc ça veut dire que je vais pouvoir travailler en fait sur cette feuille de travail sur la gauche et sur la droite, poser des questions pour mettre à jour éventuellement ce graphique. Donc par exemple, je pourrais dire, peux-tu ajouter sur ce même graphique l'évolution de la trésorerie non pas l'évolution de la trésorerie, mais l'évolution du chiffre d'affaires
compte, on va dire 700 comptes et sous-comptes, par exemple. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis dans un mode analyse de données et il va non pas me mettre à chaque fois comme dans une conversation ma question en dessous la réponse, etc. Il va être capable de travailler sur son même fichier, donc comme si j'avais encore une fois un assistant sur le côté en train de travailler, et il va être capable de tout simplement de le mettre à jour en fonction de ce que je vais lui demander. Et donc là, vous voyez, sur le même graphique, il va le mettre à jour. Et je peux comme ça itérer, poser des questions au fur et à mesure pour arriver à une représentation graphique de ce que je souhaite. Je peux faire des graphiques. Là, c'est un graphique assez classique, mais je peux faire ce que je veux. Je peux aussi, pourquoi pas, créer des sortes de tableaux de bord. On pourrait imaginer avoir une sorte de tableau de bord visuel, une représentation visuelle de quelques postes clés, les postes de charge, une répartition sous forme de camembert des charges de l'exercice, une évolution sous forme de ce graphique de ma trésorerie et du chiffre d'affaires, etc., etc. Je peux faire tout type de représentation. Comme vous le voyez là, mon prompt, encore une fois, j'aurais pu être beaucoup plus précis. J'aurais pu dire, je veux tel type de graphique, tel type de représentation, etc., etc. Là, comme j'ai pas précisé, il a pris la main, il a proposé quelque chose. Et vous voyez qu'assez rapidement, je peux faire de la data visualisation et arriver à des représentations graphiques de données textuelles. Là, j'ai fourni un fake brut avec des centaines et des milliers de lignes et il arrive tout de suite à me sortir quelque chose. Donc, je peux sortir ce type de graphique simplement. Sur Claude, je peux aller plus loin et sortir des visualisations qui ressemblent davantage à de véritables tableaux de bord. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, mais là, j'ai un problème d'usage de la solution, j'ai trop testé, donc là, je suis un peu bloqué. Mais le principe est le même. Je peux partir de données brutes pour arriver à faire quelque chose de visuel. J'aurais pu aussi partir de données déjà travaillées et dire, je pars des SIG et je vais lui demander de me faire un tableau de bord à partir de ça, une représentation graphique pour mieux comprendre les indicateurs clés. Pourquoi pas? Je peux complètement le faire avec une solution d'IA générative. Voilà, en termes de visualisation, ce qu'on peut faire. Je suis obligé d'aller assez vite sur les cas parce que l'idée c'est d'en balayer plusieurs pour vous montrer un peu l'étendue des possibilités. Mais voilà, c'est des choses qu'on pourra éventuellement approfondir de prochaine fois si besoin, hein, ou que je vous encourage à tester de toute façon. Du moment que vous avez anonymisé, n'hésitez pas à y aller et à tester. Je reviens sur notre ami voilà, l'autre qui a fait son étude sur le secteur pharmaceutique. Alors, vous voyez simplement, on va évidemment pas lire ensemble cette étude, mais vous voyez déjà, juste en le remontant comme ça, la profondeur et la qualité de l'étude qui a été fournie. Je ne suis pas sur un petit paragraphe avec 2-3 sources rapides, je suis sur plusieurs pages de contenu, sourcées de façon précise. Chaque affirmation est sourcée, ce qui me permet de le superviser, de vérifier si tout est correct, très rapidement, en un clic, j'ai le lien qui est cliquable. Et j'ai quelque chose qui est quand même extrêmement profond et précis, avec des chiffres récents, le focus régional que j'avais demandé. Donc vous voyez par exemple des chiffres sur la densité de la pharmacie, des stats sur la géographie, le profil des officines de la région, l'âge moyen, etc., etc. La conjoncture macroéconomique, qu'est-ce qui se passe dans le secteur des pharmacies, l'impact des remontées des taux d'intérêt, donc l'impact de choses macro, quel impact a eu le Covid, mais aussi le LFSS 2024, donc PLFSS et LFSS, voilà, des ratios clés, etc., etc. Vous voyez qu'il m'a fait un petit tableau avec des taux de marge. Donc si je lis tout ça, j'ai même des tendances, puisque j'ai demandé des tendances, on me donne des éléments sur, voilà, pour les années à venir, les enjeux, c'est diversifier, la transition numérique, la consolidation du secteur, l'adhésion au groupement, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez que si je lis ça, j'ai quand même une connaissance du secteur lorsque je vais parler à mon client au moment du rendez-vous bilan ou au prospect si je le rencontre pour la première fois. Il va sentir que je connais son secteur, j'emploie les mêmes termes que lui. Je vais lui poser des questions sur comment est-ce qu'il se positionne sur ces sujets-là. Et tout de suite, ça va le faire en fait. Ça va le faire et ça va me placer vraiment en termes de positionnement, pas seulement sur un producteur de compte, mais vraiment sur quelqu'un qui se positionne en termes d'accompagnement à côté du chef d'entreprise. Je ne vais pas me contenter de lui commenter les SIG, je vais le projeter sur sa stratégie et lui poser des questions métiers sur ce qu'il fait, ce qu'il est amené à faire et comment il se positionne sur ces sujets-là. Donc,
Ça peut être extrêmement précieux pour vraiment développer les missions d'accompagnement et de conseil. Se faire une idée, se faire un vernis pour des prospects, pourquoi pas. Comprendre des tendances sur des secteurs d'activité, ça peut être utile. Mais je peux après croiser, c'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre, je peux croiser les différentes briques qu'on a vues. Ce que je vous montre rapidement dans ce webinaire, il faut le voir un peu comme des briques de Lego avec des fonctionnalités différentes, mais que vous pouvez empiler et croiser pour arriver à faire quelque chose d'encore plus poussé. Donc, on a vu la fonctionnalité de, on peut demander à ChatGPT de, de faire un commentaire d'état financier. Il fait quelque chose. Il essaie de faire le mieux possible avec ce qu'il a. On voit ici qu'on peut générer des études sectorielles. En fait, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour croiser les deux. Et se dire, est-ce que je pourrais pas entraîner l'IA pour devenir un spécialiste du secteur de la pharmacie? Dans ce cas-là, hein, vous faites avec le secteur que vous voulez. Et avoir ma propre IA, mon propre assistant, qui est spécialiste des pharmacies, et que je peux interroger lorsque j'ai une question, que je peux interroger lorsque je veux analyser des comptes, et qui va être très pertinent et très riche dans son analyse, beaucoup plus riche et pertinent que lorsque je pose la question à ChatGPT, le généraliste qu'on suit dans la Silicon Valley et qui n'est pas forcément spécialiste des pharmacies du Centre-Val de Loire. Comment est-ce que je fais ça? Pour ça, je vais utiliser une autre brique Lego, une autre fonctionnalité de l'IA, c'est la création d'un assistant. La création d'assistants, c'est une fonctionnalité clé sur les solutions d'IA générative. C'est ce qu'on appelle sur ChatGPT les GPT. Donc, vous avez ici sur la droite, puisqu'on est encore une fois en mode tuto, euh, si vous cliquez en haut à droite sur vos initiales, vous avez ensuite un bouton Mes GPT. Pour ça, il vous faut une version payante de ChatGPT pour pouvoir créer un assistant. Pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'avoir une version payante. Pour le créer, vous avez besoin d'avoir une version payante. Je vous donnerai après une alternative. Il y a des alternatives gratuites qui peuvent faire une partie du boulot. On en parlera tout à l'heure. Je vous montre simplement la fonctionnalité d'abord. Donc, je vais créer ici un GPT et je vais me créer un assistant. Donc, je vais lui donner un nom. Je vais lui donner une description pour me rappeler ce qu'il fait. Et je vais lui donner des instructions. Ce que j'ai fait tout à l'heure en tapant une requête en disant peux-tu faire un commentaire, tu es un expert de l'analyse financière, il faut que le commentaire soit fait de cette façon ici. Je vais l'écrire en dur ici. Et donc par exemple, si j'appelle mon assistant Pharma IA, je dis l'IA spécialiste du secteur de la pharmacie. Ici, je peux très bien lui dire tu es un spécialiste du secteur de la pharmacie. Tu réponds à des questions de collaborateurs d'expertise comptable. Tu dois répondre en tant que spécialiste de l'analyse financière de ce secteur. Tes réponses doivent être précises, extrêmement qualitatives. Par exemple, je vais écrire absolument ce que je veux, hein, mais etc., etc. La différence avec tout à l'heure, c'est que là, je vais le taper une seule fois. Je vais le taper en dur dans le paramétrage de mon assistant, et chaque fois que je vais solliciter cet assistant, il agira de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est de se créer un spécialiste de ce secteur, mais là, ça suffit pas de lui dire que c'est un spécialiste de la pharmacie. Ce que je vais pouvoir aller faire ici, c'est aller charger des fichiers. Donc, je vais pouvoir aller charger tout ce que j'ai sur ce secteur d'activité, des notes internes, des articles que j'aurais repérés, tout ce qui va permettre de l'alimenter et de l'entraîner pour en faire un spécialiste. Je peux charger plusieurs fichiers dans des formats complètement différents. L'idée, c'est de lui apporter de la matière hyper qualitative pour qu'il soit réellement le spécialiste que je lui demande d'être. Et donc là, en lui définissant une tâche précise et en lui donnant une base de connaissances qualitatives, je me crée en quelques minutes un assistant qui est à ma dispo jour et nuit, qui se plaint pas en plus, et qui va être très compétent dans son domaine et qui va pouvoir m'accompagner sur ce type de tâche. Donc, je le fais en accéléré, donc j'en avais déjà préparé un ici. Tout ça, c'est des choses qu'on peut éventuellement approfondir plus tard, mais en tout cas, ça vous montre quelques portes et quelques pistes. Donc là, j'en ai fait un ici. Donc je lui ai donné, par exemple, des consignes en lui disant, tu dois analyser les éléments financiers. Et j'ai dit, par exemple,
Bah, dans ton analyse du secteur de la pharmacie qui avait été faite, il y a des choses sur les tendances du secteur. Et je lui dis, bah, applique ces tendances du secteur au compte financier qu'on va te donner pour en tirer des conclusions pour l'avenir. Je pourrais demander à cet assistant de faire une vision prospective un petit peu des éléments financiers que je vais lui donner. Donc là, je l'ai paramétré. Ça, je lui ai demandé une seule fois. Je lui ai apporté l'analyse financière. J'avais préparé le cas, évidemment, hein, mais donc je l'ai déjà fait tout ça en préparant le webinaire. Mais concrètement, l'analyse qui a été faite il y a quelques secondes là, sur ChatGPT, j'aurais pu la prendre et la donner à cet assistant. Je l'ai fait avec une analyse que j'avais fait précédemment, mais la logique est la même. Donc, il a une matière première d'excellente qualité, des instructions précises. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un super assistant. Et donc là, concrètement, lorsque je suis sur ChatGPT, soit j'utilise ici ChatGPT, l'IA généraliste qu'on utilisait jusqu'à maintenant, soit je vais ici utiliser mes assistants. Vous voyez que j'en ai plein, enfin en fait j'en ai des dizaines, hein. Mais là j'en ai un, et on pourrait se dire, bah, le jour où j'ai une question sur cette pharmacie, ah bah, en fait je vais pas aller le poser à ChatGPT, je vais le poser à mon assistant IA spécialiste de la pharmacie. Et si je refais exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais lui fournir, comme on l'a fait tout à l'heure, le compte de résultat et le bilan, anonymisé, bah, vous allez voir que je vais pouvoir avoir un résultat qui va être beaucoup plus qualitatif. Il y a deux avantages. Le résultat est plus qualitatif. Deuxième avantage, je n'ai pas à retaper l'instruction à chaque fois. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, si à chaque requête, je dois taper un paragraphe entier pour dire tu es spécialiste de, réponds de cette façon, etc., je risque d'avoir, au bout d'un certain temps, une sorte de frein à utiliser l'IA en me disant c'est long, ça ira plus vite de l'analyser moi-même, hein, rapidement, plutôt que de demander à l'IA. Là, si j'ai un assistant à qui, vous le voyez à l'écran, il me suffit de donner les éléments anonymisés, j'ai même pas besoin de lui poser de questions parce qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. Donc, j'ai juste à déposer les éléments, j'appuie sur Entrée, il a les instructions, il a la note de conjoncture. Vous voyez qu'il est en train de chercher dans sa base de connaissances, c'est-à-dire dans la note de conjoncture que je lui ai fournie, et donc, il va me faire quelque chose de plus qualitatif. On va le voir. Voilà. Il est capable de faire des rapprochements avec le secteur d'activité. Donc, il est capable de dire si c'est supérieur, inférieur, etc. Là, par exemple, on a un problème ici. Voilà, il fait un comparatif historique, mais il fait aussi un comparatif sectoriel, etc. Et il va être capable de se dire, bon, bah, j'avais 3 scénarios dans l'analyse du secteur, des scénarios optimistes, des scénarios pas optimistes, etc. Il dit, bon, bah, le scénario optimiste, compte tenu des contextes macroéconomiques, sur les évolutions législatives, sur l'inflation, enfin tous les contextes qu'il peut y avoir, qui étaient décrits dans le scénario, dans l'étude, pardon, bah, voilà 3 scénarios que je vois pour cette entreprise. Il y a un scénario optimiste, si ça se passe bien, qu'il arrive à revaloriser ses honoraires et que les prix des médicaments se stabilisent. Donc là, c'est des facteurs qui dépendent pas forcément de l'entreprise, hein. C'est si on va dans cette direction d'un point de vue macro, bah, il y a peut-être la possibilité d'augmenter de 4% par an. On aurait un chiffre d'affaires de temps, un EBE cible de temps, et le résultat, il pourrait atteindre ici. Il faudrait travailler peut-être la robotisation et développer le click and collect, voire passer par une centrale d'achat, et c'est la bonne position. Le scénario pessimiste, pression sur les prix. Si l'inflation ne redescend pas, qu'il y a une chute des volumes, etc., bah là, je pense que on pourrait aller jusqu'à 2% de baisse. L'impact sur le BE pourrait être de temps, et donc le résultat pourrait être là. Donc là, on aurait un problème vu la structure, etc., etc., etc. Et donc là, vous voyez le niveau. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, hein, mais vous voyez le niveau de profondeur de l'analyse comparé à ce qu'on avait au tout début. On a quelque chose qui n'a plus rien à voir. J'ai une approche qui est métier, et qui me permet d'avoir quelque chose de très qualitatif et de dire à mon client, voilà les grandes tendances, toi l'impact sur les années à venir, ben, pour moi c'est ça, donc voilà ce qu'il faudrait faire. Et je peux dire par exemple, je pousse ça après, je pourrais dire, peux-tu me préparer une note pour ce client
qui mettrait en évidence l'analyse comparative de sa pharmacie vs le secteur. 2, la possibilité d'atteindre le scénario optimiste en expliquant les hypothèses sur lesquelles il est construit. 3, des recommandations pratiques pour atteindre cet objectif. Et donc là, par exemple, on avait mis click and collect, centrale d'achat. Appuyer sur des éléments concrets. Voilà, par exemple. Donc là, j'utilise cette matière, je demande à l'IA de la retravailler, et je vais me retrouver, sauf, voilà, j'ai eu un petit moment de petite goutte de sueur avec ce moment, mais vous voyez que l'IA, en fait, va me faire ce que j'ai demandé. Il me fait le comparatif, et il est capable de faire tout ça parce que j'ai apporté une matière première de qualité. Et là, vous voyez que le compte rendu que je vais faire à mon client, et là qu'on a construit rapidement en fait, hein, et surtout ce chatbot que j'ai créé, je vais pouvoir le réutiliser avec tous mes clients pharmaciens. Là, la qualité de ce que j'ai, si je devais préparer un rendez-vous, si on a démarré à 19h, mais si à 19h, j'avais aucun élément à part les comptes annuels qui venaient d'être clos, et qu'à 20h30, je dois voir ce client pour faire un point sur son activité, discuter de l'année à venir et des chiffres, j'ai quand même une base de travail qui est vraiment correcte et sourcée. Je me suis pas fié à l'IA, je suis allé chercher des éléments, des sources, l'ARS, les chiffres de la région, etc. Et j'ai croisé tous ces éléments, j'ai utilisé toutes ces briques de Lego pour me faire quelque chose. Donc là, vous voyez que je peux argumenter avec des éléments particuliers. Je lui dis, vu ta dynamique, je pense qu'on pourrait on pourrait se fixer cet objectif-là. Ça pourrait être ça, mais ça, c'est être aligné sur les meilleurs du secteur. Voilà ce sur quoi la condition macro qui dépend pas de toi, c'est qu'il y a une revalorisation des honoraires, il y a des discussions en cours, j'ai vu passer ça. Enfin, vous voyez le positionnement. Et toi, par contre, de ton côté, il faudrait qu'on travaille la digitalisation et peut-être on peut t'aider là-dessus. J'ai identifié 3 pistes sur lesquelles je peux t'accompagner: optimiser les achats, mieux gérer les stocks, et on peut peut-être travailler sur le click and collect. J'ai vu passer cette stat, c'est super intéressant, ça vaut le coup de le travailler. Là, je le fais évidemment de façon très très rapide, hein, mais encore une fois, vous voyez, en termes de positionnement, on arrive quand même à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus construit. Donc, si je récapitule à ce stade, je l'ai fait vite encore une fois, mais j'ai utilisé plusieurs fonctionnalités de ChatGPT. On a vu un prompt classique au début pour démarrer. Je pose une question de base, j'amène de la matière. Le résultat n'est pas terrible. D'abord parce que ma requête n'est pas terrible. Si je n'ai pas une requête qui est riche, avec des éléments qualitatifs sur ce que je demande, qui je suis, qui je vise, quel est le format, etc., je vais avoir une réponse générique, bateau, et je risque d'être déçu par l'IA. Donc premier point, enrichir la requête qu'on fait à l'intelligence artificielle. C'est toujours très important. Rappelez-vous bien de la petite astuce. Si je me souviens plus ce que je peux apporter comme info ou ce que je peux donner, je pose la question à l'IA, tout simplement. Qu'est-ce que je dois t'apporter comme élément pour que tu fasses une bonne réponse? De quoi est-ce que tu as besoin? Donc ça règle le premier sujet, j'ai une requête de qualité. Le deuxième sujet qui peut être un frein pour avoir des réponses de qualité, c'est la matière première sur laquelle travaille l'IA. On est sur un métier spécifique, avec des contraintes spécifiques. On travaille avec des clients de secteurs d'activité pointus, dans des régions, dans des zones géographiques, avec des particularités. L'IA ne peut pas tout savoir sur tous ces domaines-là. Donc à un moment, si je veux quelque chose de qualitatif, il faut que j'amène une matière première de qualité. Ça a deux avantages. Mon analyse va être plus profonde et je réduis le risque d'hallucination dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'hallucination, le cabinet d'avocats qui se retrouve avec des conclusions qui ont été inventées par l'IA, ça se produit beaucoup lorsque je demande à l'IA des choses qu'elle n'est pas en mesure de me donner. Et si je la pousse en lui demandant des stats, des choses comme ça, et qu'elle ne les a pas,
elle va vouloir m'apporter ma réponse à ma question parce qu'elle est paramétrée pour ça. Et il se peut qu'elle m'invente quelque chose. Si au contraire, je lui amène moi la matière première sur la région, sur l'entreprise, sur le secteur, et que je lui demande de travailler à partir de ça, là, je vais avoir quelque chose de qualitatif. Parce que je vais l'utiliser non pas pour ses connaissances, mais pour son raisonnement. Et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est le deuxième principe important. Amener, chaque fois que c'est possible, de la matière première qualitative à lire. Une étude, un rapport, vos notes, ce que vous voulez, quelque chose que vous tapez, mais amener de la matière à l'IA pour que ça soit plus fiable. Donc, on a vu les prompts, l'importance d'amener de la matière. On a vu la fonctionnalité de recherche approfondie qui vous permet de générer des rapports. L'exemple, c'est le secteur d'activité, mais on peut l'imaginer sur tout. On est dans le cadre d'un webinaire annexe, donc sur votre mémoire, honnêtement, si j'avais eu la recherche approfondie lorsque j'ai fait mon mémoire, j'aurais passé de meilleures vacances et ma vie de couple se serait encore mieux passée, mais j'ai sacrifié des week-ends et des vacances à faire des recherches. Je dis pas qu'il faut pas les faire, hein, mais la recherche approfondie vous sort un rapport structuré avec des sources que vous pouvez après aller consulter. Donc ça peut aussi vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps sur cette recherche bibliographique, hein. Continuez évidemment à lire les sources et à les approfondir, etc. Mais ça vous prépare le travail comme si vous aviez un ou une documentaliste. L'utilisation de l'IA dans le cadre du mémoire, c'est un autre débat passionnant, mais on peut l'utiliser d'une bonne façon, c'est ce que je veux dire. Il y a des bonnes manières de l'utiliser. Donc recherche approfondie. Et dernière chose qu'on a vue un peu rapidement, mais qu'on a vu, c'est la capacité à créer un agent. Donc on l'a fait ici avec les GPT, mais créer un agent ou un assistant, un chatbot, ça me permet de lui donner une connaissance dédiée et des instructions dédiées. Donc je peux m'en faire un qui va être le spécialiste de l'analyse financière de la pharmacie. Je peux m'en faire un autre qui va être le spécialiste des boulangeries ou des charcutiers. Je peux me créer comme ça des assistants sur le côté. Je peux en faire un qui va être spécialiste de faire un mail d'invitation au petit déjeuner d'info du cabinet, par exemple. C'est pas forcément des réponses à des questions, ça peut être aussi des tâches. Et je vais me créer comme ça une multitude d'assistants sur le côté, et je vais aller les solliciter à chaque fois que j'ai un besoin particulier, parce ils auront des instructions spécifiques pour faire cette tâche de la meilleure façon possible. Donc certains d'entre vous ont parlé d'automatisation, c'était aussi dans le titre de ce webinaire. Les agents, les assistants, ce qu'on appelle les GPT sur ChatGPT, c'est un vrai moyen d'automatiser. Si vous tapez des prompts à la main à chaque fois, vous allez gagner du temps sur chaque requête, mais vous n'allez pas vraiment automatiser. Si vous vous constituez comme ça des assistants, celui-ci qui répond à des questions sur l'impôt sur le revenu, par exemple, celui-là qui est spécialiste de la pharmacie, ainsi de suite, ben là, je vais gagner du temps parce que je ne vais pas retravailler un prompt à chaque fois, j'aurai juste à poser une question simple ou à apporter des éléments. Donc, je vais commencer à automatiser. Voilà, donc il est 20h17. On s'était dit peut-être de regarder quelques minutes pour les questions. Pourrait-on envisager un outil de facilitation de la révision annuelle périodique d'une comptabilité, suggestion d'écriture comptable de cut-off pour un usage en entreprise tableau de bord? Alors, ça, c'est quelque chose qui est travaillé par les éditeurs de solutions comptables. Parce qu'en fait, ça nécessite des données, ça nécessite à peu près toutes les infos qui sont dans le dossier comptable. Donc, aller chercher ça pour le mettre dans une IA généraliste, c'est-à-dire anonymiser en plus, pour générer des écritures, pour après les remettre dans le logiciel comptable, c'est pas optimisé. Par contre, les éditeurs qu'on connaît tous dans l'écosystème de la profession travaillent tous plus ou moins sur ces sujets-là. Donc, on voit arriver petit à petit, ou on va voir arriver, pour avoir discussion avec certains, des fonctionnalités d'assistance à la révision directement dans les logiciels comptables progressivement. J'ai lu un article justement hier qui parlait de ça et des modèles protocolaires, enfin justement sur l'adaptation des logiciels comptables d'IA. Donc Ouais. du coup, je pense qu'effectivement, c'est une porte qui est ouverte et après à voir comment les éditeurs Voilà. vont se l'approprier, mais dans les faits, Mais il y a beaucoup de réflexions en cours, il y a des choses qui sont annoncées déjà, d'autres qui travaillent, qui montreront des choses au c'est congrès. ça. Effectivement, il y a une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des logiciels de compta intégrant l'IA nativement dans l'outil comme Pennylane ou Income? Voilà, je n'ai pas cité de nom, mais effectivement, mais il y en a d'autres. Hein. Cegid a annoncé beaucoup de choses. Enfin, tous se travaillent là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que c'est hyper confortable parce que toutes les problématiques de confidentialité qu'on s'est posées, elles sont gérées par l'éditeur. Donc ça vous permet directement dans votre outil de travailler avec vos données du dossier sans vous poser cette question-là et d'avoir accès à des analyses, à des comparatifs, à des suggestions dans un environnement sécurisé. C'est ça l'énorme avantage. Ça travaille directement à partir de la data et c'est un environnement sécurisé. Donc c'est génial. En termes de fonctionnalité,
bah, forcément, il y a toujours un décalage entre ce que sort un ChatGPT qui met des dizaines de milliards et ce que va sortir un éditeur de la profession comptable en France. Donc, il faut un certain temps pour y arriver, mais c'est le prix à payer pour avoir un usage complètement sécurisé. Voilà. Qu'est-ce que cela donne avec la version payante de ChatGPT? Alors, moi, tout ce que j'ai fait, là, j'ai une version payante. Donc, moi, tout ce que j'ai fait avec une version payante. Pour autant, j'aurais pu tout faire, je pense, à part créer le GPT, c'est ce que je vous disais. Honnêtement, c'est ChatGPT, et je gagne pas d'argent quand je parle de ChatGPT, mais c'est 20 $ par mois sans engagement. Donc, honnêtement, vous pouvez le tester sur un mois, vous faire une idée de si ça vous fait gagner du temps ou pas, le résilier à la fin, vous perdez pas grand-chose, quoi. Une autre question. Peux-tu te passer du GPT Pharma IA si tu utilises et alimentes toujours le même fil de discussion? Ah oui, alors, donc là, je suppose que la question, c'est de dire si je fais une discussion dans laquelle je donne des éléments à un ChatGPT dans la discussion, bah, si je reviens toujours sur cette discussion, il aura les éléments en haut, et donc j'ai pas besoin de créer un GPT en fait. Je peux économiser ça et continuer à chaque fois que j'ai un nouveau dossier, je reviens dans la même discussion et je dis, ben maintenant fais l'analyse de ce truc-là. En théorie, ça pourrait marcher. Il y a par contre ce qu'on appelle une fenêtre en fait de contexte dans les modèles d'IA, qui est la mémoire de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas illimité. Donc, si je mets des éléments en haut et que j'ai une conversation sans arrêt dans le même fil de discussion, que je continue semaine après semaine à poser des questions, il va arriver un moment où cette mémoire de l'IA pour cette discussion va être saturée. Et donc, elle va commencer à oublier ce que je lui expliquais au début pour pouvoir retenir ce que je lui explique à la fin. Puisque c'est une fenêtre, en fait. Et donc, au bout d'un moment, je vais avoir des réponses qui vont être complètement incohérentes parce qu'elle aura oublié le début de la discussion. Donc, sur le long terme, je ne peux pas me passer du GPT qui n'a pas cet obstacle. Celle-là, j'ai déjà répondu. Est-ce que, hormis ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook, vous utilisez d'autres outils IA pour des usages spécifiques? Alors, oui, beaucoup, beaucoup, je suis obligé parce que une partie de mon activité, c'est d'accompagner des cabinets pour trouver les bons outils qui correspondent à leurs besoins. Donc, en gros, le cabinet va me dire, bah, moi, je voudrais bien automatiser ce truc-là, comment le faire? Et moi, une partie de mon job, c'est de mettre en place le processus et de trouver la bonne solution qui permet de le faire. Donc, au quotidien, je suis obligé de tester à peu près toutes les solutions pour pouvoir faire ça. Donc, vous avez des grandes familles, on va dire. Vous avez les solutions généralistes, toutes celles que vous citez, ChatGPT, Gemini, Claude, Notebook, ce sont des IA généralistes. Elles peuvent faire plein de choses, créer des images, répondre à des questions, permettre de gérer des assistants, etc. Vous avez après des solutions d'IA spécialisées. Donc, il y a des solutions, par exemple, qui permettent de faire des présentations PowerPoint. On parle souvent de Gamma, qui a fait beaucoup de bruit. C'est une IA qui ne fait que ça. Enfin, je caricature un petit peu, mais elle fait presque que ça. Donc, si vous avez des besoins spécifiques, parfois, il y a des solutions d'IA, donc Gamma, pour le coup, faire des présentations. C'est une super solution, mais elle fait que ça. Il y a aussi des solutions, ce qui, je trouve, change un peu la vie, c'est des solutions de prise de notes de réunion automatisées. C'est des solutions très spécifiques. Mais si vous vous mettez à utiliser des solutions, alors là, on peut citer, si je dois en citer plusieurs, il y a une solution qui s'appelle Nuta, une solution française. Vous avez Copilot qui permet de faire ça aussi dans Teams. Google Meet désormais permet aussi de faire ça. Ça, bah, vous sortez de votre réunion et l'IA vous envoie un compte rendu de ce qui a été dit, de qui doit faire quoi à la fin de la réunion, etc. Ça, honnêtement, ça fonctionne bien. Vous gagnez du temps tout de suite. C'est opérationnel immédiatement. Il n'y a pas de paramétrage. Donc, il y a une multitude d'outils comme ça qui existent. En fonction de ces cas d'usage, bah, il faut aller chercher la bonne solution. Entre les solutions d'IA généralistes que vous citez, elles sont toutes accessibles en version gratuite, donc n'hésitez pas à les tester. Honnêtement, il n'y a pas de risque à aller sur du Gemini, du Cloud, tant que vous n'envoyez pas de données confidentielles. Testez et voyez ce qui vous convient le mieux. Il faut vraiment se jeter à l'eau. Enfin, franchement, il ne faut pas avoir d'a priori, il faut tester. C'est ce que je peux recommander. Un grand merci Julien pour ta présentation, c'était vraiment intéressant. Je t'en Comme prie. tu dis, maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à essayer. Donc, Il maintenant, à faut y notre aller, jeu. honnêtement. Ouais, il faut. Le conseil, tout n'est pas parfait. Il y a des choses, bon, bien sûr, ça peut faire peur. Il y a des choses qui peuvent ne pas fonctionner comme on le souhaiterait, etc. Mais je pense qu'on peut pas faire l'impasse de cette technologie. Ça change trop de choses. Donc moi, je vous Mm. encourage à y aller, à tester.
Amusez-vous avec, anonymisez, mais familiarisez-vous avec ça parce que c'est trop important. Voilà. Et après, j'arrête de parler. C'est sûr. Bon, en tout cas, un très très grand merci, Julien, pour Avec ta plaisir. présentation. Et puis, bah, je l'espère à une prochaine fois. Bah, écoute, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à l'Annexe Centre pour cette invite. J'espère que c'était utile. Je vous dis à bientôt pour la suite. C'était Merci vraiment encore, très Benjamin. très utile. Bon, Merci parfait. beaucoup. Bonne soirée. Benjamin, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.